T'as des acteurs hyper rigides. Moi, mon premier rendez-vous que j'ai eu avec la Société Générale, le mec, il me regarde, 60 piges, il me dit alors vas-y, raconte-moi ta start-up. Je me dis merde. Moi, j'ai fait le pari pour chercher des fonds. J'ai déjà un produit qui est sur le marché, j'ai déjà un chiffre d'affaires, j'ai déjà des clients. Il y a beaucoup de fonds, c'est bien, super potentiel, mais on aimerait en voir plus, sortez le jeu officiellement et on voit, ou améliorez encore votre traction. Ce que je dis, c'est concret, j'ai financé de mes deniers propres tout ça, et il y en a qui arrivent à lever sur des promesses, comme tu dis. Des fois, je me dis, moment de doute, forcément, je me dis, en fait, est-ce que j'aurais dû faire comme tout le monde et élevé sur des promesses et donc c'est un peu frustrant des fois. Là, une des dernières boîtes qui s'appelle PEMLab, qui en fait fait un lieu dédié aux femmes justement sur les problématiques des règles avec plein de sujets. Donc il y aura une boutique, il y aura plein de choses. J'ai rencontré la fondatrice par hasard et qui est arrivée face à moi, qui me montre en gros pendant un concours de pitch une radio et qui dit bonjour à tous, ceci est le vagin de mon associé. Quand je veux dire, quand tu as une personne, une entrepreneuse qui arrive, qui est capable d'être aussi décalée sur un sujet comme ça, aussi impactant et mettre tout de suite toute l'audience finalement dans la présentation, tu te dis waouh, cette personne a tout compris. On connaît tout de la vie de nos clients, de malade. C'est très très intime quoi. Du coup, pour que ça fonctionne, déjà il faut qu'il y ait un match humain quoi. On veut que ce soit des gens qui sont prêts à vraiment mettre leur trip sur la table, à mettre toute leur énergie, des gens qui sont passionnés, voilà, ou qui sont capables de montrer la radio du vagin de leur associé. Inclinaison à 45 degrés. Donc voilà, j'ai cofondé un family office qui s'appelle Actifinance en 2019. C'est un family office qui a la double casquette, à la fois ingénierie de patrimonial et ingénierie financière. Puis là, depuis l'année dernière, on a ouvert notre spec à tous les entrepreneurs coup de cœur, quel que soit le montant de fortune, pourvu qu'ils essaient de volonté de se développer, cette envie et que le shit passe bien. Ouais. On va les accompagner vraiment pour financer leurs projets, soit avec un petit prêt bancaire classique, jusqu'à une levée de fonds. On les accompagne pour qu'ils soient dans les meilleures positions pour réaliser leur potentiel. Donc voilà. Moi, c'est Pierre, j'ai 30 ans. J'étais auparavant contrôleur de gestion chez Thales pendant 10 ans. Donc Thales, à un moment, j'étais vraiment responsable financier de gros projets de programmes dans la défense. Et puis, on va dire que moi, c'est le confinement qui m'a fait changer de trajectoire. Passionné de sport et en zappant j'ai une semaine de chômage partiel, moi, c'est tout. Une semaine. C'est tout, ouais. C'est pas énorme, mais ça a été suffisant pour que je m'ennuie et que je zappe un peu et je suis tombé sur des courses de chevaux sur Ikiga. Et je me suis passionné de ça. J'ai voulu creuser, donc voilà. Et je suis devenu aussi copropriétaire chevaux de course et j'ai fait le constat que c'était un milieu en fait assez fermé et qui n'arrivait pas à recruter de jeunes. Et qui est surtout qui était assez mal vu en fait, l'image un peu ternie du bar PMU, des numéros, voilà. Et exactement. Exactement. Et je me suis dit, il y a un problème, je l'ai identifié, comment le résoudre. Et j'ai découvert la blockchain en parallèle en 2018 en investissant avec des amis en ayant des bitcoins. Puis je me suis, par curiosité, je regardais un peu, mais voilà. Et un matin, à la radio, j'entends un reportage sur Sora. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, voilà, qui est donc vignette de carte numérique pour des footballeurs. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas mettre des véritables chevaux sur des vignettes, en faire des NFT, et ça peut être peut-être une bonne solution pour rajeunir les fans des courses hippiques. Et après, voilà, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, mais j'ai voulu vraiment avoir des compétences fortes en finance. Ouais. On est en pleine recherche de financement, donc ça se prête vraiment bien dans le thème. Je pense que tu arrives au bon endroit. Ouais, je pense que ça se fait. Donc je m'appelle Adrien et j'ai monté il y a 6-7 ans maintenant Estimeo, qui est une agence de notation et de valorisation des startups en France. Finalement, on intervient un peu comme un tiers de confiance, un indépendant sur la notation et la valorisation des startups. Donc c'est-à-dire que demain, par exemple, si une banque est intéressée pour avoir une idée de est-ce que l'entreprise en face est fiable ou non, est-ce que je vais lui donner un prêt ou non, elle peut venir me consulter pour obtenir un rapport finalement sur le potentiel, le risque un petit peu de ces startups-là. Et surtout
un peu le nerf de la guerre, on en parlait justement tout à l'heure, c'est les investissements, et notamment les levées de fonds, qu'on va se parler de toute façon. Mais c'est justement la valorisation, donc c'est-à-dire combien vaut ta boîte. La valorisation la plus juste. Que ça, exactement. Et donc on intervient aussi là-dessus en France et en Europe en règle générale. Donc la petite subtilité, c'est comparé aux grandes agences de notation mondiales ou même les gros acteurs financiers qui vont justement valoriser que le financier, c'est d'aller voir un petit peu l'extra-financier sur la startup, c'est-à-dire comment on va valoriser l'humain, l'offre, le marché, la pérennité, etc. Et essayer de Ces actifs un peu déjà. Exactement, c'est ça. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de financier, mais les petites hypothèses, tout simplement pas 36 millions financiers. Donc c'est beaucoup moins pertinent. On va aussi gérer un peu de au comptable, aux experts comptables, etc. là-dessus. Et ceux qui vous démarchent, c'est des banques, c'est des fonds d'investissement, c'est des angels. Justement, parce que... pour montrer en fait. Exactement. Alors il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, demain pour tes salariés, tu veux mettre en place des BSPCE ou tout simplement des actions pour tes salariés, c'est bien d'avoir la valeur de ta boîte, tout simplement. Au-delà de ça, on va avoir aussi les startups qui ont envie d'être un peu plus rodées, un peu plus préparées face à des investisseurs pour une levée de fonds. Et dans ces cas-là, viennent nous voir. Après, nous, on a aussi une activité de conseil justement sur l'accompagnement. Donc, on va faire des entraînements au pitch ou présentation, la revue du business plan, des mises en situation avec des investisseurs, des mises en relation également. On travaille beaucoup d'ailleurs avec BPI France là-dessus. Forcément, BPI France soutient un petit peu cette économie-là. Et au-delà de ça, je donne aussi beaucoup de formations en cybersécurité pour l'État. Ok, rien à voir. Et rien à voir. Rien à voir. Vous êtes très opportuniste là-dessus. C'est à la base d'un ingénieur en informatique. Ok. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est mon associé qui avait l'idée d'Estiméo. Et une fois, il était venu me voir, il me dit écoute, j'ai un super projet, je sais pas si tu connais Standard & Poor's, on va faire pareil pour les startups, extra-financiers, machin et compagnie. J'ai dit ok, j'ai rien compris au projet. Mais expliquer ça, qui sortait d'une école d'ingénieur, il faut, je me dis, rien, c'est pareil, noter les entreprises, laisse-moi développer quoi. Et maintenant je comprends le projet, ça n'est déjà pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est un autre monde qui s'ouvre, d'autant plus qu'il y a 6-7 ans, la notation de start-up, Ça n'existait pas. c'était pas. Ouais. Et je peux entendre, en fait, moi j'entends, il y a de plus en plus de banques qui aimeraient prêter, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas la capacité d'analyser comment fonctionne la startup, quoi. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, tu parlais de l'écran financier. Pareil, il y a 6 ans, l'écran financier, c'était oula, très peur. Alors qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus valorisé. On sait que pour les startups, finalement, c'est beaucoup la bio des dirigeants, c'est beaucoup les équipes qui y a à l'intérieur. Donc, Bien sûr. En fait, les institutions traditionnelles se sont un petit peu alignées avec le marché. On a l'habitude de voir des banques qui investissent également, qui donnent des prêts relativement facilement, comme BPI France d'ailleurs. Finalement, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le risque de mettre de l'argent, généralement des investisseurs, et donc les banques et les fonds suivent derrière. Sauf que justement, ces investisseurs, maintenant, investissent de plus en plus en real estate, donc vraiment ces toutes petites entreprises qui ont 1 ou 2 ans, et qui sont particulièrement à risque. Et donc, justement, les banques ont dû s'adapter pour pouvoir aussi suivre ces deals-là. Et donc, oui, c'est sportif en tout cas. Tu trouves que les banques arrivent à s'adapter justement à ce modèle startup hyper dynamique, un peu gambly Alors, elles essayent. Ouais. Mais elles y arrivent un petit peu. La plupart, quand même, des banques maintenant ont des grosses directions innovation qui sont intéressées par des startups, ont également des fonds d'investissement. Alors, pas forcément pour le early stage, mais quand même sur le monde de l'innovation. Et puis, il y a des vrais sujets, que ce soit le Web3, que ce soit l'IA, le quantique, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et les banques, elles essayent quand même de s'aligner un maximum et de ne pas louper le coche. L'opérationnel est important pour les investisseurs et de se rassurer au travers. Moi, c'est une notion que je n'avais pas toujours au début. Je me suis dit, je vais créer des idées, je vais créer des concepts, et puis je vais les déverser, et puis les vendre, etc. Et je me retrouve toujours face au problème de me dire, mes investisseurs me disent à chaque fois, si toi, tu n'es pas là, ça va poser problème. Si l'opérationnel n'est pas géré de façon efficace, et moi, c'est toujours ma barrière de me dire, bon, je ne peux pas me dupliquer, recruter de façon pertinente et des personnes qui ont vraiment envie de s'investir, c'est toujours la grosse limite. Donc, mon blocage, moi, aujourd'hui, en termes d'investisseurs, c'est de me dire, bon, comment je peux travailler plus, comment optimiser mon emploi du temps ou ma façon de travailler, mais c'est toujours ce problème-là. Ramener l'opérationnel. Celui qui investit de façon très early, très tôt, du coup, dans le processus de financement, il va miser en fait sur le capital humain, sur l'équipe, sur les personnes. Et donc, si forcément toi tu es là de dire j'ai plusieurs trucs et tout, ça peut peut-être freiner, d'où en fait les limites que tu as eues ou rencontrées dans ton passé. Ouais, ça freine très souvent, hein. Nous, aussi sur les entreprises qu'on accompagne. Et même moi personnellement, qui ai plusieurs activités aussi à côté,
ça a été, alors j'ai pas eu de soucis, les actionnaires m'ont dit ok, nous aussi on a levé des fonds chez Zeneo. Mais il a quand même fallu prévenir et expliquer, machin. Donc sur LinkedIn, j'ai le droit à mettre qu'un certain type de poste, etc. Le but est en fait finalement de rassurer à la fois les actionnaires, ça va de soi. Aussi nos équipes en interne, c'est toujours bien de voir. T'es le capitaine du bateau et il est là pour. C'est ça. Et puis aussi, ça envoie une image auprès de l'écosystème. C'est important d'être un peu cohérent sur tous ces sujets. Mais c'est un vrai paradoxe, hein. C'est vrai que ce que tu dis, est-ce que autant la même société, on va dire, avec des personnes différentes, va pouvoir lever 3 fois plus que la première parce que la bio du dirigeant est là, et parce qu'il y a une expérience, et parce qu'en fait c'est une marque, quoi. Donc ça, moi c'est quelque chose que j'ai constaté complètement, parce que voilà, vous aussi. Mais autant après, ils ont vite reproché que finalement le business tient que sur cette personne et qu'il est trop attitude personnelle et que non, en fait, c'est quelque chose qui tourne tout seul. Moi, je trouve ça dangereux. Et je me dis, j'ai un accident, j'ai une crise cardiaque, je fais comment pour continuer à nourrir la machine comme je l'ai nourrie et c'est toujours un peu compliqué. Ça, j'ai envie de dire, c'est partout. Juste pour faire digression chez Thales, des fois quand on allait en déplacement, avec certains ingénieurs qui avaient un niveau de qualification tel qu'en gros on devait pas être dans le même avion, c'était interdit. Ah ouais? Supposons qu'il y a malheureusement un accident d'avion, On peut faire des VIP, quoi. le projet, C'est incroyable. Il y a la famille royale, les projets c'est le roi dans le même moi j'ai été étonné, mais en fait c'est au cas où il y a, malheureusement le projet continue à tourner. C'est des gros projets, hein. Et tu vois, on a eu ce souci nous, chez Estimeo pour une image de marque. En fait, à l'origine, c'est mon associé qui portait ce projet et c'était vraiment la personne, quand on parlait Estimeo, on parlait Florian Bercoq, donc c'était mon ancien associé. Et contre toute attente, il a été élu maire de Laval en Mayenne en 2020. Ok. Il voulait repartir en politique, c'est un peu Il a été élu maire de Laval. Dans la minute, j'ai reçu les appels de tous les actionnaires. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, vraiment? Oui, Florian, où va Florian? Et en fait, tout le monde a flippé et d'un seul coup, le business s'est mis à stagner. Il n'a pas stagné, mais il a été en pause, genre, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a fallu rassurer en disant, non, mais certes, ça représente beaucoup de choses, mais derrière, le business en lui-même fonctionne. Ce n'est pas grave en soi. Oui, on perd quelqu'un, c'est quelque chose, bien entendu, même s'il est toujours un petit peu actif quand il peut. Mais finalement, le business continue à avancer. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur, finalement, du verrouillage sur une personne qui est dangereux. Oui, ça c'est clair. Et en plus, en early stage, une fois qu'il y a les fonds dans l'entreprise, la difficulté, c'est quand même de pouvoir accélérer pour recruter, quoi. Et on sait que c'est quand même compliqué, quoi. Et je sais pas comment vous avez fait à Estimeo, mais... Pour recruter? Ouais, c'est pas ça. Vous êtes combien du coup? C'est vraiment pas facile. On est 11 actuellement. Et on reste une petite équipe. Nous, alors, on était sur un modèle financier très particulier parce que quand tu notes des entreprises ou tu les valorises, il faut attendre des années finalement pour savoir si on avait raison ou non. Donc, on avait prévenu nos actionnaires, ils sont au courant un peu du système. Donc, c'est vrai que les 3, 4, 5 premières années, on n'a quasiment pas fait de chiffre d'affaires. On vivait sur les levées de fonds. Mais c'est normal d'une certaine manière parce qu'on a un business très particulier. Maintenant, c'est différent. Et le temps vous a donné raison du coup Oui. Oui. Je tiens à préciser. Quel bois sauvé. Non mais c'est... Oui, non, parce que c'est un peu bien. Et pendant 3, 4, 5 ans, on a noté presque des milliers d'entreprises. Il faut que dire, autant il y en a certaines, on sait tout de suite, en quelques mois, soit elles ont fait banqueroute, soit au contraire, elles ont levé des fonds, elles ont explosé. On s'en rend compte très vite, mais la plupart des startups, faut pas rêver, ça me prend du temps pour se lancer, d'avoir des indicateurs, etc. Ou même de sortir, d'avoir une certaine stabilité. La majorité finalement des startups ne rentrent pas dans la case de ce qu'on voit dans les médias. Nous aussi, c'est un gros travail derrière pour aller vérifier un petit peu ce qui s'est passé sur le marché et d'aller contacter les entreprises. C'est encore plus compliqué d'aller contacter celles qui se sont plantées, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Mais ça reste des données très intéressantes pour nous. Bien sûr. Ça a été un décollage, on va dire, avec le Covid. D'accord. On est quand même, mine de rien, la notation ou la valorisation d'entreprise, ça intervient plutôt en cas de crise. Quand tout se passe bien, il n'y a pas de raison d'aller se faire auditer, il n'y a pas de raison d'aller vérifier, etc. C'est plutôt quand il y a des problèmes, quand il y a des incertitudes, qu'on devient, on est toujours pertinent, mais bien sûr. on fait plus appel à nous, on va dire. Ok. Donc finalement, avec le Covid, c'était d'un seul coup, oulala, où est-ce que je vais mettre mes sous en tant qu'investisseur? Vous pouvez regarder à droite à gauche. Donc on file un coup de main là-dessus. Ok. Et autant dire qu'en ce moment aussi, on a tendance à plus venir nous voir. On a un peu plus d'incertitude sur le marché et l'économie. Exactement. Et puis les acteurs bancaires sont très très fébriles depuis quelques mois. Je pense que
Les investisseurs aussi d'ailleurs. Hein. Pourtant, il y a J'en parlais parce que les fonds ont de l'argent, les portefeuilles sont assez pleins. Mais par contre, maintenant, on a tendance déjà plutôt à investir sur la rentabilité plutôt que une hyper croissance. Voilà. Oui, c'est plus la même manière d'investir. On n'est plus trop sur les fonds qui viennent draguer les startups comme il y avait ces 2 dernières années. Là, on retrouve des niveaux un peu plus normaux d'une certaine manière. Et le challenge est de nouveau là pour lever des fonds. Dans tous les cas, on n'est plus sur ce slide en tant que jeune entrepreneur. exactement. Si on a monté 3 boîtes avant qui ont explosé 6 restaurants, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus compliqué quand on sort un petit peu de nulle part. À mon tour du coup. Allez, Du coup, Mohamed, j'ai 34 ans. J'ai des restaurants, ma boîte s'appelle The Wire. J'ai des restaurants sur la métropole lilloise, parce que je suis né à Lille. J'ai beaucoup bougé, j'ai fait mes études en Angleterre, très orienté finance. J'ai fait 6 années en Asie, où je travaillais pour le groupe Ducasse. Je me suis orienté vers la restauration parce que la finance m'a donné beaucoup mal à la tête. Je faisais de la data analyse quand je suis sorti de l'école. Du coup, c'était vraiment... j'ai fait 2 ans dans le domaine et puis un jour j'ai pété un câble, j'ai tout plaqué. Je suis allé travailler serveur dans un restaurant. J'étais repéré vite et je suis parti 6 ans en Asie. Et je suis rentré il y a 4 ans et j'ai commencé à ouvrir mes restos. J'en ai ouvert 8. J'en ai encore 6, 2 que j'ai déjà revendus. L'objectif pour moi quand je suis rentré d'Asie, c'était d'avoir un positionnement hyper agressif, faire beaucoup d'ouvertures, profiter d'un modèle qui était un peu changeant, où le gastro est commencé un peu à perdre un peu de l'aile, à s'essouffler, à avoir une image un peu différente. Je voulais rentrer un peu dans ces strates un peu fast good. Du coup, j'ai monté mes restaurants, je me suis tapé le Covid. Et j'ai dit, toi, le Covid a dû te freiner ou Ça a frisé mes envies d'ouverture. J'étais parti sur beaucoup plus d'ouverture. L'objectif de tout ça, de toute la construction de ces restos, c'était de faire du conseil in fine et de me dire je suis capable de créer des concepts totalement différents, des choses qui marchent. J'ai du gastro, j'ai de la street food, j'ai des restaurants de grande capacité, ils font 200 couverts, j'ai des petits spots de street food. C'est de me dire sois capable de créer des modèles qui sont totalement différents, rends-les rentables et ensuite va vendre sur du conseil. Et là est intervenu The Wire, j'ai créé ça fin d'année dernière. Du coup, c'est une holding qui regroupe un peu tout. Et The Wire, ma dynamique, c'était de me dire, je vais aller voir des acteurs qui ont des socles commerciaux de dimension beaucoup plus grande et leur proposer de changer leur façon de commercialiser. Donc je suis allé voir des foncières et je leur ai dit, moi je suis capable de créer des tiers-lieux plutôt sexy. On va arrêter de travailler avec les grosses chaînes, les grosses enseignes. On va aller chercher plutôt les petits restaurateurs. du Cali un peu. Voilà. Donc moi d'un côté, j'accompagne les restaurateurs, je travaille sur les business models. Je fais des ouvertures de food court par exemple, etc. Ok. Et c'était ça l'objectif. C'était d'avoir une dimension, donner une dimension un peu plus business à des restaurateurs qui n'ont pas, des vrais restaurateurs, qui n'ont pas cette appétence. Et surtout, leur donner une image face à des investisseurs ou des banquiers. Parce qu'aujourd'hui, on prête plus trop à des restaurateurs, on prête à des gestionnaires. Du coup, les amener sur ce côté gestionnaire. Et puis de l'autre côté, rassurer les foncières en leur disant on a un savoir-faire, on a des acteurs qu'on peut accompagner. Et du coup, on a eu quelques projets plutôt cool. Le siège monde de Kiabi dans le nord de la France, où là ils nous ont filé 4000 m2 à travailler sur du food court, on crée une taproom, on crée du loisir. On travaille sur un projet avec la ville de Paris aussi, sur l'aménagement par rapport aux Jeux Olympiques. Ok. Du coup sur Villeneuve-la-Garenne, on a eu 5000 m2 à traiter. Et là pareil, en relation directe avec la mairie, qui avait vraiment cette dimension de se dire on veut du sexy, on veut du beau, on veut une belle image. Et les foncières, en fait, ils viennent nous voir un peu comme des messies parce que les mairies ne veulent pas les écouter. C'est des grosses chaussures, ils arrivent avec leur basic fit, les restaurants pas sexy. Et du coup, nous, on a réussi à prendre pas mal de marchés sur ça. Ah, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Le truc, c'est que moi, j'avais pas d'argent. Donc au début, je me suis dit, je vais aller voir les banques. J'ai un profil qui est plutôt intéressant, j'ai une belle expérience, je vais réussir à lever un tout petit peu d'argent. Donc ce que j'ai fait, mon premier restaurant, j'ai réussi à sortir 300 000 €. J'ai monté mon premier restaurant. Et puis ça a continué à marcher, j'ai profité de cette inertie et j'ai réussi à amener cette transition pour aller chercher de l'investissement après. Après, ça reste toujours compliqué d'aller parler des investisseurs quand tu es restaurateur parce que c'est des modèles de rentabilité à long terme et ils ne sont pas forcément dans cette recherche. Du coup, je voulais allier plusieurs sources de rémunération pour pouvoir stabiliser mon entreprise. Aujourd'hui, on investit beaucoup pour aller chercher des moyens humains et il y a encore le problème du recrutement, mais avoir un recrutement très précis, très ciblé et plutôt percutant. On voit de plus en plus maintenant de startups où les fondateurs ne sont plus les personnes les mieux payées, mais au contraire, pour avoir tel ou tel profil, il faut
vraiment Attirer, exactement. Et dans ces cas-là, bah, tu as des employés qui arrivent qui sont. Moi, c'est le cas dans mon entreprise. Mais j'ai pas le choix, parce que j'ai besoin de pépites pour avancer et développer, mais ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, il faut accepter. Fait qu'on soit fondateur, on a pris tous les risques, mais pour faire développer et emmener l'entreprise là où on veut qu'elle soit, il faut les meilleurs talents. Et pour ça, bah, du coup, faut les retenir et donc faut payer. Et... Toi, en plus, tu es en plein dedans, dans la tech, le Web3 et compagnie, ça va être sportif pour toi de l'autre côté. Et d'ailleurs, dans ta recherche un petit peu d'investisseurs, tu recherches quoi justement? Des personnes qui vont t'aider un petit peu au quotidien, juste de la thune? Non, alors on cherche un peu tout, on essaye mais c'est surtout déjà un investissement financier, mais aussi ceux qui ont déjà réussi dans ce même type de secteur Web3, ou en gros comment faire grossir une communauté, avoir les bons codes de com, de marketing. Et après, nous c'est un peu particulier parce qu'on veut, pour vraiment être on va dire les leaders du divertissement hippique de demain, c'est d'aller vite à l'international en fait. Nous, on crée pas notre propre token, on fait pas une ICO, si ça parle à tout le monde. Et donc du coup, on fait vraiment un premier financement en equity, et dans la roadmap, il n'y a pas d'ICO prévu, de création de token. Et en fait, c'est là où c'est aussi, je pense qu'on cherche la difficulté, mais je pense que c'est un mal pour un bien. C'est que pour donner de la cohérence au projet, on essaye aussi d'onboarder dans le capital d'investisseurs qui sont des propriétaires de chevaux. Et donc les propriétaires de chevaux qui sont assez fortunés et qui ont fait fortune dans des business classiques, on va dire. Et quand on arrive et qu'on leur... alors quand on leur vend le projet, ok, ils comprennent pour attirer les jeunes. Quand on leur montre un deck construit orienté Web3, on parle pas le même langage en fait. Et du coup, ça passe à bloc. Ça prend du temps, il faut réexpliquer, mais voilà, on essaie vraiment d'avoir l'idéal, ça serait d'avoir un mix. Ouais. Et de l'effet, quand tu as des actionnaires comme ça qui sont en plus issus de milieux complètement différents, ça n'a rien à voir. Tu as un fonds qui est très structuré, qui a ses stats à atteindre et compagnie. Et en face, tu as un propriétaire de cheval qui, tant que tu l'as pas relancé, dans un an, il aura oublié qu'il avait resté dans une boîte. C'est bon temps, ouais. C'est fou, c'est vrai. C'est toujours une crainte que j'ai. Je préfère aller moins vite plutôt que de lever des fonds qui ne sont pas forcément adaptés à ce que je veux faire. D'accord. Parce que je vais toujours avoir le retour un jour ou un autre. Et j'ai pas envie de justifier forcément tout et surtout n'importe quoi. Et puis pour peu que tu lèves des fonds, que tu relèves des fonds après, il y a certains investisseurs qui me demandent de justifier pourquoi il y avait ces actionnaires avant. Et parfois ça se passe mal avec des actionnaires, parfois il y a certains qui sont des actionnaires dormants, enfin des investisseurs dormants, et ça c'est terrible parce que c'est des personnes qui parfois ne se pointent même pas en nager, quoi. Donc tu as 5% de la boîte qui n'est même pas là pour voter une décision pour clôturer les comptes. C'est terrible ou c'est abandonne. c'est la rêve, ça dépend de... C'est pas pour le but, j'ai plusieurs entrepreneurs qui en rêvent, et quoi. Mais d'un autre côté, oui, c'est généralement des personnes qui ont mis un peu de billes au début de l'entreprise, qui derrière ne sont pas forcément disponibles pour amener une certaine expérience ou un réseau. Finalement, ils ne répondent plus. Et sauf que demain, tu vends la boîte, ils ne seront même pas là pour signer les documents, ils n'auront même pas capté que la boîte a été vendue. Ouais. Et puis, c'est vrai que après, vous êtes sur des business un petit peu différents. C'est vrai, léger. Non, mais non, mais t'es sur un business qui peut être rentable, enfin, qui doit être rentable en fait. Et puis, ta philosophie, c'est ce que t'expliquais. Alors que c'est vrai que dans la start-up pure, comme la tienne, t'es un peu tout le temps sur la brèche, quoi. Ouais. Et ce que tu dois avoir continuellement, c'est tout le temps. Donc la première levée est quand même vachement importante. Exactement. Soit tu lèves, soit tu... C'est qui donne l'impulsion, ouais, exactement. Ouais, d'accord. C'est soit tu es, soit tu veux. Exactement. T'as une proposition de 2-3 millions sur un projet. C'est dur de dire non en réalité. C'est pour ça que c'est vrai que souvent je pense qu'on se retrouve. Mais c'est vrai, je rejoins totalement Adrien. La première levée, c'est presque la plus importante. Elle est critique. Parce que quand t'as un bon nom, une belle signature, après ça va être hyper facile de... Tu vois, tu vas jamais redescendre. Oui. Plusieurs actionnaires que tu vas avoir tout le temps. Ça va monter un peu, je vois ce que tu veux dire. Moi je trouve que depuis le début là, nous on va dire, ça fait deux mois qu'on a commencé vraiment à être à fond dans la recherche active de financement. C'est des montagnes russes que l'entrepreneur ou celui qui cherche des fonds, par lequel il passe, quoi. C'est vraiment des états émotionnels assez forts et du coup faut... Donc du coup t'es passé d'un statut plutôt sécure chez Thales Ah ouais. à un statut un peu précaire dans l'entrepreneuriat et la start-up. C'est quoi tes inquiétudes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te stresse le plus? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir?
Bah, l'échec, hein. Ouais. Ouais, l'échec et la trésor, hein, mine de rien, c'est le nerf de la guerre. Que tu n'as pas encore connu alors. L'échec. Non, que je n'ai pas encore connu et je fais tout pour ne pas le connaître. Loin de là, donc C'est bien de tout faire pour. en fait, parce que on se renseigne, termes d'échec, comment se relever, et en fait, pourquoi déjà j'ai quitté le confort que j'avais effectivement, puis j'ai une femme, un enfant, 30 ans. C'est bon. Et en fait, je voulais, à un moment, toutes les portes se sont ouvertes dans le développement. Je me suis dit, il y a un signe et je voulais pas regretter après par la suite parce que à chaque fois j'ai eu des idées et il y a un acteur qui arrivait ou c'est trop tard là, c'était le bon moment, le bon timing et la preuve, on est déjà sur le marché et il y a un gros acteur qui arrive et d'autres, donc on est au bon moment. Et donc voilà, je fais tout pour ne pas regretter, ne pas avec du recul me dire si j'avais fait ça, est-ce que cette décision-là aurait pu impacter. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'optimiser tout pour. Et puis tu l'as dit, c'est beaucoup une question de timing aussi. Exactement. Le timing. Et puis une part de chance aussi. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est super de se faire accompagner justement d'un lever ou même d'autres acteurs, parce que mine de rien, on apporte tous un peu notre lot de notoriété lors de la levée, donc forcément, tu vas facilement rencontrer des fonds, bien entendu grâce au réseau, mais aussi parce que ils se portent un petit peu garant finalement de ton projet et qu'ils partent du principe, étant donné que c'est un business, on va pas se mentir, ils se disent que oui, en effet, il y a quelque chose à en tirer. Donc mine de rien, ça rassure un peu tout le monde. On voit beaucoup de personnes qui sont persuadées parce qu'elles ont une bonne idée. Voilà, donc déjà, commencer à rigoler, et ça montre bien le problème en fait des mentalités. Mais oui, parce qu'ils ont une bonne idée, ils sont persuadés que le projet vaut déjà plusieurs millions. Au contrario, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas nous parler des idées, qui viennent nous voir, ah oui, il faut tout de suite un NDA, machin, il faut faire attention, on va évoluer. Je me revois le premier jour, mais non, mais c'est vrai, mais en fait non. Transparence, j'ai que ça à faire, d'aller piquer une idée. J'ai déjà suffisamment de travail actuellement. Ouais. Non, mais il y a vraiment cette peur, cette crainte, alors que non, c'est notre métier d'accompagner, c'est notre métier de filer un coup de main là-dessus. Et donc c'est un petit peu dommage. L'autre sujet aussi qui est assez amusant, et vous devez tous aussi le voir un petit peu de votre côté, mais nous, on a des personnes qui, cette année, ne font pas de chiffre d'affaires. Par contre, l'année prochaine, je fais 20 millions. C'est certain. Ben ouais, mais tu vois, ça me fascine. Parce qu'en fait, moi, dans le Web3, il y a vraiment toutes les arnaques possibles. On vend du vent et moi, ça m'insupporte. Pas toi. Non, pas moi. Et justement, C'est pas toi. et justement, moi, j'ai fait le pari et la stratégie pour chercher des fonds. J'ai déjà un produit qui est sur le marché, j'ai déjà un chiffre d'affaires, j'ai déjà des clients. T'as quelque chose qui... Et maintenant, je cherche pour voilà où je veux aller et voilà ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, il y a beaucoup de fonds, c'est bien, super potentiel, mais on aimerait en voir plus, sortez le jeu officiellement et on voit, ou améliorer encore votre action. Et je dis putain, mais il y a déjà, alors ce que je dis c'est concret, j'ai financé de mes deniers propres tout ça. Et voilà, vous investissez sur des personnes, on est assez early. J'ai envie de dire merde quoi. Et il y en a qui arrivent à lever sur des promesses, comme tu dis. Ouais. Et en fait, des fois, je me dis, moment de doute, forcément, je me dis, en fait, est-ce que j'aurais dû faire comme tout le monde et lever sur des promesses et donc, c'est un peu frustrant des fois, mais je pense qu'à terme, ça va payer, mais... C'est bien, honnêtement, que ton chiffre d'affaires qui est déjà un petit peu, qui a commencé. Ouais. Mine de rien, cet euro symbolique de rentrée, il est quand même très fort, il a un sens très fort. C'est déjà plus de 5 chiffres. Ça veut dire quand même que, mine de rien, tu as un produit, tu as identifié un besoin, très bien, et tu as prouvé qu'il y avait un marché. Tu as prouvé que des gens étaient là pour dépenser de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu as un marché qui va exploser ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, tu viens de prouver qu'il y avait un business. Et à partir de là, tu t'ouvres des portes. Et à partir de là, forcément, nous, ça nous permet aussi de plus facilement, par exemple, justifier une valorisation. Et tu vois, on parlait de la valorisation des entrepreneurs. Tu me persuadais qu'une idée, c'est incroyable, que 3 slides, ça vaut de l'or et compagnie, super. Dans ces cas-là, on va les voir, on leur dit, ok, nous, on trouve telle valorisation qui est souvent 10 fois inférieure à ce que pensent. Et en fait, on leur dit, pas de souci, si tu es persuadé que ça vaut 2 millions d'euros ton projet, est-ce que toi, là, en l'état, tu as envie de racheter ce projet pour 2 millions d'euros? Et généralement, c'est une réflexion qui a tendance un petit peu à calmer d'une certaine manière.
Après, bien sûr, hein, il y a des projets qui sont incroyables, sur le papier, bien entendu, ils sont tous incroyables. Mais même au début de réalisation, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'ils ont trouvé en effet une petite subtilité qui fait que soit le business model est innovant, soit l'application, soit la manière d'aborder un peu le marché. Et oui, on a envie, mais moi parfois, et beaucoup de fois, j'ai envie de mettre des sous, je me dis, c'est bien un petit billet. J'essaye de ne pas le faire, bien entendu. Mais c'est difficile à justifier, c'est difficile aussi de rationaliser un peu ce que pense l'entrepreneur. C'est un vrai sujet. Et heureusement, à la rigueur, qu'il y a des acteurs comme Deliver ou comme nous qui sont malins de ça, parce qu'il vaut mieux se prendre une claque de nous plutôt que d'un investisseur, d'un BA. Parce que c'est quand même des portes qu'on se ferme et qu'on pourra plus rouvrir. Impossible à ouvrir, ou quasiment impossible à rouvrir. Et le problème des fonds et des BA, et ça rejoint cette réflexion tout à l'heure, c'est que c'est un petit monde. Tout le monde se parle. Ça, je l'ai vu ça. Blacklisté d'un fonds sur Paris, c'est très très dangereux en tant que business. Et de la même manière, par contre, il y a aussi des fonds qui se font blacklister par des acteurs tels que nous. Parce que, pour plein de raisons. Et c'est vrai que toi, c'est une idée. Et Mohamed, c'est beaucoup d'idées. Et comment ça se passe, du coup, quand tu crées un resto? Enfin, l'idée, elle vient à partir de quand? C'est dès le début, ensuite tu fais ton business model, et ensuite tu essayes de tout aligner. Je vais beaucoup au feeling. Je vais beaucoup au feeling au début. J'essaie de ressentir les choses parce que je suis très instinctif et j'ai toujours très instinctif. Et après, j'apporte un côté un peu plus scolaire à la démarche, où je vais aller faire des études de marché, je vais pousser, je vais aller chercher de la data et du chiffre pour mettre tout ça en forme. Après, au début, je voulais créer des concepts de cœur. Je me dire, j'ai la fibre, restauration et tout ça. Et plus ça a évolué, plus je me dis, en fait, c'est du mécanique. Moi, quand je travaillais en Asie, mon travail, c'était d'aller chercher des étoiles sur les ouvertures. Donc, j'allais en Asie, j'appuyais sur les boutons, on avait l'étoile au bout de 6 mois, je passais au suivant et c'était systématiquement comme ça. J'ai dû faire une trentaine d'ouvertures, que des étoiles. Et je suis rentré en France, je me suis dit, je vais travailler un peu sur la même mécanique. Je vais créer de façon mécanique, je vais trouver une rentabilité et je vais me créer mon lieu. Et je me suis rendu compte que je prenais pas beaucoup de plaisir. Donc, du coup, j'ai essayé de changer un peu le truc. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir. C'est une réflexion qui est beaucoup plus cérébrale et moins instinctive, mais cette partie instinct reste quand même hyper importante. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre moi et une personne qui fait aujourd'hui le même travail que moi. Du coup, c'était intéressant ce que tu disais, Mohamed, parce que moi, je vais accompagner des gens. C'est un peu compliqué. En fait, c'est des entrepreneurs qui sont capables de faire tapis sur chaque projet. C'est vraiment hallucinant, quoi. Et avec des belles fortunes, ils sont capables de la faire. Mais ils arrivent à tordre la réalité. Ouais. Fait qu'ils vont emmener un gars de 20 ans, comme un gars de 30, comme moi qui ai 35, comme un gars de 50 balais. C'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est impressionnant. Et c'est une qualité, j'espère que j'aurai un jour. Je sais pas si c'est inné ou si c'est astral, mais c'est hallucinant, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment, enfin, il paraît dans les roadshows, quand on va lever des fonds, on le sent, en fait. À un moment donné, ils disent des choses, puis ils y croient tellement que les gens sont embarqués, quoi. Mais après, il faut oublier qu'il y a une expérience derrière. Et c'est des gens qui, je réfléchissais pendant que tu parlais, tu vois. Enfin, les gens que j'accompagne, c'est beaucoup des gens qui vont avoir plein de business différents, mais ils vont essayer, par exemple, mettons s'ils se mettent sur la food, d'avoir un restaurant, et puis après d'avoir à peu près le même type et le répliquer 40 poivres, tu vois, pour conquérir la France, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et du coup, je me demandais, mais en fait, Mohamed, lui, ça te ferait pas arriver? Bah non, pas du tout. Non, mais c'est un client. L'idée, moi, créer ma boîte d'exploitation, je veux dupliquer une façon de travailler plutôt que de dupliquer un modèle, plutôt de dupliquer un concept. Et c'est ça que j'essaie de vendre plus en me disant, je peux dupliquer mon travail, mais plus une façon de travailler plutôt que mon travail à sa forme la plus primitive. Donc un concept concrètement. Au début, j'étais parti sur cette dynamique. Mes investisseurs me poussent aussi de me dire crée-nous des concepts, crée-nous des concepts. Est-ce qu'il y a un mais ça m'excite pas. Donc j'ai préféré partir sur le parti de me dire je vais créer des choses qui m'excitent, qui me stimulent, et puis c'est plus difficile d'aller lever des fonds, mais tu t'éclates, quoi. Ouais, je m'éclate. Donc c'est plutôt le process que tu as industrialisé finalement. Ouais, comme moi je crée un concept. Voilà, c'est exactement ça. Tu as des acteurs hyper rigides. Moi, mon premier rendez-vous que j'ai eu avec la Société Générale, donc c'est la foncière de la Société Générale qui nous a donné le dossier. Le mec, il me regarde, 60 piges, il me dit alors vas-y, raconte-moi ta start-up. Je dis merde. Et à la fin, il me dit c'est toi qu'il me faut.
Et après, après tu rencontres les mairies et tu te rends compte de la pénibilité du travail. Eux, ils sont pas du tout crédibles parce qu'ils te balancent tout et n'importe quoi. Et puis là, tu te dis, bon, il y a un sens à mon travail, etc. Mais au début, c'était compliqué. Parce qu'ils ne veulent pas forcément payer du conseil. Moi, je me rémunère sur la commercialisation et je leur fais payer du conseil. Parce que je réponds à des cahiers des charges aussi. Aujourd'hui, j'ai 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur mes restaurants, grosso modo. Je me dis, j'arrive à remonter 5% sur ma bête d'exploitation. Ça me permet de sortir tout ce qui est logistique et tout ce qui est extérieur au métier. Donc moi, dans mes restaurants, les mecs sont des serveurs et des cuisiniers. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de traitement de facture, il n'y a pas de comptabilité. C'est vraiment d'externaliser tout ça et de me rémunérer et de pouvoir rémunérer mon staff comme ça. Aujourd'hui, je dois avoir une soixantaine de personnes. Ah oui. Des petites nuits. Ouais. Non, c'est hyper fatigant et je pense que j'arrive à ma limite de me dire aujourd'hui en termes opérationnels, on parlait de ça au début, mais je sens la limite. Et je me dis aujourd'hui, si je continue sur ce modèle-là, je pourrais pas. Et t'as pas un bras droit ou une personne de J'ai des bras droits. Bah moi, j'ai pris des associés qui sont diamétralement opposés à moi. J'ai un financier qui est très porté sur l'immobilier. J'ai un informaticien qui est un vrai geek, architecte réseau. Au début, c'était cool. Ça m'a permis de construire des choses un peu différemment, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'opérationnel pur et dur. Ouais. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver quelqu'un double. qui ait ce côté un peu finance, qui ait ce côté très restauration. C'est rare comme compétence, enfin c'est un double cursus entre guillemets. Ouais, c'est un Un financier qui a en plus la compétence dans la restauration, gastronomie. Et ça, c'est hyper dur. beaucoup d'entrepreneurs. C'est ce qui fait aussi une qualité des entrepreneurs, c'est de voir ce multi-casquette qui permet d'enclencher un petit peu des projets et aussi de plaire à ses investisseurs. Nous, on était très classique avec mon associé, mais ce qui a plu justement à nos premiers actionnaires, c'est que lui, il était HEC Sciences Po et moi, à l'EPTA. Donc en fait, à deux, en plus, on mélangeait un petit peu nos mondes. Mine de rien, on a plu tout de suite et ça a permis aussi de créer certaines choses. Nous, on voit encore des startups qui sont bien sûr, comme la plupart, créées que par des business. Il y a tout de suite un manque qui se fait et ça ralentit un petit peu. Et à l'inverse, moi, je vois mes étudiants qui font parfois des boîtes tech, ils sont 5 tech. Ils montent une boîte comme ça et pareil, les investisseurs ont peur d'investir là-dessus, justement parce que ça manque d'autres profils quoi. Business, ce genre de choses. Moi, les boîtes que j'accompagne ou dans lesquelles j'aimerais mettre un peu d'argent, c'est en effet beaucoup sur l'humain. Donc là, une des dernières boîtes auxquelles je suis au board, qui s'appelle PEM Labs, en fait fait un lieu justement dédié aux femmes sur les problématiques des règles avec plein de sujets, donc il y aura une boutique, plein de choses. J'ai rencontré la fondatrice par hasard qui est arrivée face à moi, qui me montre en gros pendant un concours de pitch une radio et qui dit bonjour à tous, ceci est le vagin de mon associé. Quand je veux dire, quand tu as une personne, une entrepreneuse, un livre qui est capable d'être aussi décalé sur un sujet comme ça, aussi impactant et mettre tout de suite toute l'audience finalement dans la présentation, tu te dis wow, cette personne a tout compris, moi je suis purement businessman, cette personne a tout compris. Souvent l'erreur qu'on voit, vraiment, mais jusqu'à tard en plus un peu, c'est d'essayer de prendre un mini-clone, même si on le veut pas en fait. Et cette personne, on va la juger selon nos propres critères. Putain, elle n'a jamais marché. Non, jamais. Et on va pas comprendre si elle n'arrive pas une chose qui leur est évidente pour nous, mais c'est clair. Je trouve que dans le côté corpo, c'est-à-dire quand on les accompagne sur le côté professionnel, tu vois, le leveur par exemple, ou les investisseurs, on met un peu de temps à rentrer dans l'intimité de l'entrepreneur. Plein de rendez-vous, il faut du temps, c'est normal quoi. En plus, on parle de la boîte. Côté prix, et nous, notre casquette à la base, c'est très très intime quoi. On parle des enfants, on parle de madame ou de monsieur, qui est entrepreneur, des divorces, des décès, des machins, des trucs, des associés qui font partie de la famille mais avec qui on s'est pris la tête, qu'il faut sortir, machin, qui sont dormants depuis 1000 ans, de cette boîte, du petit neveu, machin, c'est des trucs qu'on connaît tous de la vie de nos clients, c'est de malade. Et du coup, pour que ça fonctionne, déjà, il faut qu'il y ait un match humain quoi. On veut que ce soit des gens qui sont prêts à vraiment mettre leur trip sur la table, à mettre toute leur énergie, tu disais, des gens qui sont passionnés, ou qui sont capables de montrer la radio du vagin de tu vois, c'est une truc comme ça quoi. Et c'est entraînant finalement. Si on veut être cynique, c'est aussi primordial pour nous, parce que les gens comme ça, on sait qu'en fait, on va réussir à faire. On va réussir à lever des fonds, on va réussir à aller voir les banquiers, faire des projets, etc.
Nous, on aime bien travailler avec les startups, par exemple, mais c'est un peu plus court terme. Il y a peut-être besoin de survie. Et puis, moi, je suis plus avec des fonds qui ont besoin d'un TRI, donc d'une rentabilité pour leurs investisseurs à 5 ans, quoi. Et en fait, 5 ans, c'est vachement court, quoi, pour une entreprise. Et les gens, ils apprennent au fur et à mesure du temps. Enfin, c'est vachement long. Je pense que quand tu as lancé Estimeo, il y a 6 ans, t'es plus du tout le même homme aujourd'hui, quoi. Vraiment. Il y a tout un tas de choses, on a des idées préconscientes en tête. Mais je pensais pas être encore dans la boîte après 6 ans. C'est vrai? Pourquoi? Alors déjà, je te rappelle qu'au début, je ne comprenais même pas ce que je faisais. C'est vrai. Non mais blague à part, ouais, c'est parce qu'on avait, avec mon associé, on avait aussi quand même cette vision de la start-up où en 2 ans tu réussis, le millionnaire et compagnie. Mais bien sûr, ça fait partie, ce cliché est vrai d'une certaine manière, ça fait partie du jeu. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a le panache. Parce que c'est Cette naïveté, exactement. Cette naïveté, ouais. Après, pour le sacrifice, clairement. Non mais parce que voilà, au début, tu te payes pas, on ne s'est pas payé pendant 2 ans, après on s'est payé une misère, et au bout d'un moment, on va aller voir les actionnaires, on dit souvent on en a marre, et les actionnaires disent payez où ce que vous voulez, je m'en fous, c'est mieux vous augmenter, mince, c'est pas dû le faire il y a 4 ans. Mais voilà, alors, oui, clairement j'ai changé, je pensais pas être encore là, je suis encore là, j'ai même repris la présidence de la boîte, et ça continue. Donc oui, on se réinvente au jour le jour, même d'une certaine manière. Oui. Et c'est d'ailleurs c'est un kiff. Moi, chacune de mes journées est différente de l'année. Je trouve ça splendide. Et c'est ce que je cherchais d'ailleurs. Ouais, c'était éviter absolument cette routine. le dodo. Moi, le 9h-17h, il me faisait peur. J'en avais absolument pas de rentrer là-dedans. Après, j'avais pas forcément envie de pas me payer pendant 2 ans non plus. Mais et en tout cas, voilà, je suis rentré dans un moule assez intéressant de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, que je n'ai plus forcément maintenant, puisque au bout de 5 ans, 6 ans, même si on est une petite équipe, on est quand même structuré, on essaye de mettre des process, on essaye d'avancer, aussi pour rassurer les gros corporates qui travaillent avec nous, les banques, les investisseurs, hein, ça fait partie du jeu. Mais ouais, clairement, clairement chanson. Et en plus, je pense que comparé d'ailleurs à ce que tu vois, toi tu as certainement une relation plutôt long terme avec tes clients, qui doivent se compter peut-être même en années, je suppose, hein. Nous, nos clients, Plusieurs générations. mais bien sûr. Hein. Alors que nous, nos clients, pourtant on est aussi sur de l'accompagnement, etc., ça va être quelques semaines, voire 1, 2, 3 mois, 4 mois pour ceux qui ne veulent pas nous lâcher et qu'on ne veut pas lâcher non plus. Et alors, très intense, ça c'est vrai. Mais c'est des relations un peu sur le court terme. Et donc, nous aussi, on voit pas le temps passer d'une certaine manière, où on se réinvente parce qu'on voit notre marché qui change continuellement et compagnie. Donc, la boîte se réinvente et naturellement, nous, on se réinvente aussi. Et ça nous change. Et de toutes les startups que vous avez auditées, tu vois, tu arrives à sortir 3 facteurs clés de succès qui ont réussi à lever ou à réussir à atteindre leur objectif, en fait. On en parlait tout à l'heure, le premier euro de chiffre d'affaires. C'est pas anodin. C'est un signal très fort. Des entrepreneurs résilients aussi. Alors ça, c'est difficile à quantifier, à noter d'une certaine manière. Donc nous, c'est plus quelque chose qu'on voit sur l'accompagnement. Mais quand on a des personnes qui sont têtues comme des nuls, qui me refusent de nous écouter, elles vont droit dans le mur. Alors après, elles reviennent, en général. Vous avez raison. Mais les personnes qui sont têtues, résilientes, qui vous écoutent, qui n'hésitent pas à revenir vers nous. Je leur dis, n'hésitez pas à revenir vers nous, même si ça sort de la mission, on s'en fiche. Nous, on a tout intérêt de toute façon à ce que l'entreprise lève à la fin. Oui. Que ça ne nous dérange pas d'aller un peu plus loin sur l'émission. Et bien, ces personnes-là, elles marchent. Elles écoutent, elles savent que nous, on est habitués à voir des dizaines, des centaines de startups par an, voire des milliers. On les connaît, les bêtises à ne pas faire. Et au contraire, les opportunités, ce qu'il faut essayer de cibler. Après, on voit aussi c'est presque triste, mais on voit des dossiers. Alors maintenant, on essaye d'en prendre le moins possible. Hein. Et rien qu'au pitch, c'est qu'il va y avoir un problème. On sait que soit ça va droit dans le mur, soit que personne n'investira, soit qu'il n'y a pas de marché et que c'est juste de la passion. Et c'est triste à dire, mais nous, c'est quand même un business. On n'est pas là pour faire une passion. On est là pour apporter un certain équilibre à l'écosystème et de montrer un petit peu les opportunités et les risques. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, ouais. Je propose de monter mon restaurant, ça s'appelle. Avec plaisir. Déjà, je vous invite à manger à Lille. Après vous verrez la faveur. On prend le train là pour voir. Avec plaisir.